vous avez le retour des urnes, des bulletins de vote venant de la Sénat qui a organisé tout le processus. Ensuite, vous avez la Cour constitutionnelle qui récupère sa copie dans le bureau de vote. Donc, la Sénat prend sa copie, la Cour constitutionnelle prend sa copie, chaque représentant de candidat prend sa copie. Et vous avez au Bénin la plateforme de la société civile composée de l'ensemble des organisations, ONG, associations, think tank, tout ce que vous voulez, qui déploie entre 3 000 et 4 000 observateurs pour faire le tour de 12 000 bureaux de vote. Donc, en moyenne, chaque observateur peut observer 3 à 4 bureaux de vote. Et eux aussi font leur compte-rendu et renvoient leurs résultats qu'ils ont notés à la plateforme. Et donc, quand la Sénat annonce des résultats, la Cour constitutionnelle peut valider, parce qu'elle a les moyens de valider. Et la plateforme des ONG valide aussi en disant nous avons exactement les mêmes résultats. Et j'ai vu ça au Bénin. Ce n'est pas ça au Sénégal. Au Sénégal, on a une administration qui organise des élections. On a un ministre de l'Intérieur politique qui fait le tour, qui bat campagne contre l'opposition et qui est censé donner des résultats que l'opposition doit accepter. Ça n'a pas de sens. Il est juge et parti. Je n'ai absolument rien contre l'actuel ministre de l'Intérieur. C'est un parent. C'est quelqu'un de très sympathique par ailleurs. Je n'ai aucun problème avec lui personnel. Mais je trouve que la méthode est inacceptable. On ne peut pas être ministre de l'Intérieur politique, faire le tour du Fouta pour dire votez oui. Et il faut dénoncer l'opposition. Et le lendemain dire à l'opposition, ah, je suis désolé, mais vous avez perdu, voici les résultats. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc nous, MPCL, avec toutes les autres composantes de la classe politique, on va mener une campagne régulière jusqu'aux législatives et jusqu'aux présidentielles pour que la Sénat soit responsabilisée pour organiser les élections au Sénégal du début à la fin. Nous voulions que le Conseil constitutionnel actuel, composé de 5 juges, soit transformé en Cour constitutionnelle. Au Bénin, vous avez une Cour constitutionnelle de 9 membres. Le président de la République nomme 3. Le président de l'Assemblée nationale nomme 2 ou 3. J'ai le texte ici. Ensuite, les avocats, les bâtonniers nomment 1. Les magistrats nomment 1. Ensuite, on prend une personnalité indépendante, un grand intellectuel du Bénin, reconnu par tous, qui n'est pas un juriste. Il peut être de Sciences Po, il peut être historien, il est nommé à la Cour constitutionnelle. Donc, vous avez une Cour quasiment, véritablement indépendante. Mais au Sénégal, la Commission Mbow a recommandé de faire la même chose. Dans le référendum actuel, on nous a proposé de garder le Conseil constitutionnel. Au lieu de 9 membres, où on disait qu'il ne faut pas que le président de la République nomme les 5 membres, on nous a dit, bon, maintenant on fait une Cour de 7 membres. Et des 7 membres, le président nomme 5, il garde ses prérogatives, et il donne à son ami président de l'Assemblée nationale de nommer 2. Comme on dit en Wolof, c'est la même chose que avoir le président nommer tous les membres du Conseil constitutionnel. Donc, de ce point de vue, le Sénégal est en retard par rapport à certains pays africains. Et il faut qu'on accepte de combler notre retard et le plus rapidement possible. Donc, voilà, par exemple, un point sur lequel on n'était pas du tout d'accord avec les 15 points de réforme. Et on pensait que notre pays pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on nous a proposé. Il y a d'autres points positifs dans les réformes qui ont été proposées, qu'on aurait approuvées et pour lesquelles on aurait voté oui. Mais si vous avez une divergence comme ça sur la Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, et après on vous demande de voter les 15 points en un package de oui ou en un package de non, c'est gênant. Et c'est pour ça qu'on a mené ce combat-là. Et après, maintenant, une fois que les élections étaient terminées, une fois qu'on a dit nos griefs, nos désaccords, dans l'intérêt supérieur du Sénégal, on a dit tournons la page. Il faut avancer. On ne peut pas continuer de faire un référendum et de parler de référendum pendant 1 an parce qu'il y a d'autres urgences nationales au Sénégal. Nous avons insisté. Et nous avons lancé encore un 3e appel au président Macky Sall. Nous avons dit, ce qui est fait, comme disait le président Kérékou. Il dit, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. Donc, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait est fait. Donc, c'est le passé. Maintenant, engageons une concertation nationale sur quelle est la meilleure façon de continuer le dialogue, y compris sur les institutions, pour qu'on puisse un jour s'entendre, parce que c'est possible de nous entendre. On peut être différents et aimer notre pays, chacun d'entre nous, parce que moi, je suis convaincu que ceux qui sont au pouvoir sont des patriotes.
Ils aiment leur pays. Je n'ai aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, le MPCL va être très clair là-dessus. Pour nous, ce n'est pas des ennemis. Et la façon en Afrique de se prononcer sur des gens avec qui vous ne partagez pas un point de vue, c'est de les considérer tout de suite comme des ennemis et de s'engager dans une guerre. Nous sommes des partisans de la paix, nous ne sommes en guerre contre personne. Et j'ai dit les relations personnelles que j'ai avec le président de la République et avec beaucoup de camarades à moi, des amis personnels, que personne ne pourra me détacher, de ces amis-là, personne. Y compris la politique, y compris si c'est un enjeu de pouvoir, ça ne me dérange pas que de continuer à dire que ce sont des amis auxquels je tiens beaucoup. Donc, c'est des compatriotes avec qui on a eu des différences. Malheureusement, à l'occasion du référendum, ces différences sont devenues des divergences. Et ces divergences peuvent être résolues ou peuvent se cristalliser. Et si elles se cristallisent, ce n'est pas bon, c'est dommage, mais elles vont se cristalliser et on prendra aussi notre responsabilité. C'est de là d'ailleurs que je dois donner l'information suivante. Pour beaucoup de militants du MPCL, on se retrouve avec 3 positions. On n'a pas encore tranché et j'ai dit aux camarades que je ne suis pas un responsable qui se réveille le matin, qui appelle les médias et qui leur dit notre parti a décidé alors que j'ai parlé avec personne. C'est notre parti qui va envoyer des responsables, des délégués, on va se concerter et on va dégager une position. Parce qu'on nous demande de dire clairement notre position. Il y a 3 positions possibles pour le MPCL. Rester dans Benno Bokk Yakaar. J'avoue que c'est une position devenue ultra minoritaire dans notre organisation. Parce que nous ne sommes pas satisfaits. Et nous l'avons dit, nous étions les premiers, 2 semaines après l'installation de Macky Sall, nous avons participé à une réunion où on a dit, Monsieur le Président, nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, mais nous vous informons de ceci. Vous avez été élu par plus de 200 organisations. Tous les candidats se sont coalisés autour de vous. Le résultat immédiat que nous voyons, c'est que la coalition s'est transformée en une bande des 4. Rewmi, APR, PS et AFP. Disons que c'est une très très mauvaise tendance parce que ces gens-là, avec tout le respect qu'on a pour eux, ils ne sont pas meilleurs cadres que nous. Ils n'aiment pas le Sénégal plus que nous. Et moi, je ne peux pas avoir une base de 200 organisations et commettre l'erreur de ramener ça à 4 partis politiques soi-disant majoritaires dans le pays. Et on lui a dit en réunion, Taxawu Tem était présent, Tekki était présent, et j'étais le porte-parole ce jour-là. Et j'ai dit au président Macky Sall, tous les problèmes du Sénégal dans les prochaines années viendront de la bande des 4. Alors les gens ont rigolé, etc. Oui, pourquoi utiliser le mot bande des 4? J'ai dit parce que je le pense. Et honnêtement, je ne pense pas qu'ils sont meilleurs cadres, plus compétents que nous pour parler du Sénégal ou pour montrer leur amour pour le Sénégal. Soyez inclusifs, parlez à tout le monde, maintenez cette base qui vous soutient, y compris les mouvements citoyens, les jeunes, tout le monde qui s'est engagé pour qu'on évite la dévolution dynastique dans notre pays. Il ne faut pas perdre ce soutien. On ne nous a pas écoutés. Et la bande des 4 s'est fissurée quelque temps après, Rewmi est sorti. Et les problèmes ont continué, fracture au niveau de l'AFP, une partie est partie, une partie est partie. Une partie a quitté, c'est la fatigue qui fait faire ça, mais ce n'est pas grave. Une partie a quitté, et au niveau du Parti Socialiste, vous connaissez les tendances entre Khalifa, Tanor, les autres, ça n'a jamais été une mer calme, ça a été une mer agitée, comme disait une mer agitée à agiter, voilà, et même plus fort. Donc, et l'APR, bien entendu, elle-même, ça n'a pas été aussi une mer calme, énormément de problèmes à l'interne. Et moi, je pense, du point de vue de l'analyse politique, qu'à un moment, l'APR a essayé de se transformer d'une machine électorale puissante, qui a fait un exploit au Sénégal en 3 ans. L'APR a essayé de machine électorale de se transformer en parti politique. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi cette opération. Ça a été très difficile parce que d'une organisation horizontale, pour aller aux élections où tout le monde est égal, à une organisation verticale où désormais, vous venez dans un département, vous réunissez 34 de l'APR, vous leur dites désormais, Modou est votre leader, et les autres qui disent que si Modou se met ici, on va lui tomber dessus à bras raccourcis. C'est très très difficile de passer d'une machine électorale à un parti politique structuré. Et donc, on se retrouve dans une situation où notre prédiction, malheureusement, s'est révélée juste. Beaucoup de problèmes du Sénégal viennent de cette ancienne bande des 4, devenue bande des 3, est devenue une bande des 3 assez, voilà quoi, assez handicapée par des problèmes internes, pour parler un langage beaucoup plus poli. Voilà donc qu'on se retrouve dans la situation actuelle.
où le Sénégal a aussi une autre grande plaie qui s'est ouverte. C'est l'appréciation des Sénégalais de la classe politique. Avec une tristesse sénégalo-sénégalaise qui s'appelle la transhumance. Moi et mes parents, Halpulaar, on croyait que nous avions le monopole de la transhumance, avec les bétails qui souffrent de la sécheresse et qui se déplacent vers des prairies vertes. Mais la classe politique sénégalaise est en train de nous montrer qu'elle peut rivaliser. Je ne dis pas avec... voilà quoi, je ne termine pas ma phrase, mais qu'eux aussi, maintenant, ils ont redéfini le concept de transhumance. Et le peuple sénégalais en tire une conclusion qui est tragique pour tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques. C'est la phrase « ils sont tous pareils ». Moi, une phrase qui me brise le cœur parce que franchement, je réclame ma différence. Je ne suis pas pareil avec ceux qui pensent que les valeurs n'ont pas de place dans la politique, que l'éthique n'a pas de place dans la politique. Gadio n'est pas réaliste, il ne sera jamais président parce que pour être bon politicien, il faut savoir mentir, il faut savoir bouger quand c'est nécessaire, il faut savoir transhumer, il faut savoir ceci ou cela. Si c'est ça, je rejetterai tout le paquet et je resterai dans ma dignité de quelqu'un qui aime son pays, qui aime son continent et qui mène ses batailles et qui n'acceptera jamais, jamais d'être catégorisé en même temps que certaines personnalités de la classe politique sénégalaise. Donc, il est temps de laver à grande eau la scène politique sénégalaise. C'est pour ça que nous appelons à réinventer, à promouvoir une nouvelle classe politique au Sénégal. Et c'est possible. Tous les pays qui ont atteint le niveau que nous avons atteint au Sénégal se sont réinventés, se sont remobilisés et de nouvelles têtes sont apparues, de nouvelles personnalités sont apparues. Et il est urgent au Sénégal qu'on fasse la rupture Obama. La rupture Obama, c'est quoi? C'est d'arrêter de dire « la politique ne m'intéresse pas ». Je n'aime pas les politiciens. Donc vous n'aimez pas les politiciens, la politique ne vous intéresse pas et la politique et les politiciens déterminent votre vie, prennent des décisions pour vous. C'est ce que disait Obama aux Américains qu'il allait voir en tapant à leur porte. Quand ils lui disent « Ah, mon cher ami, votre discours me plaît beaucoup, mais moi, la politique ne m'intéresse pas. » Et Obama dit eh, « Vous aimez les politiciens de Washington? Oh, je les déteste. Comment vous comptez les remplacer? Ah, ça, je ne sais pas. Donc, vous voulez qu'aux prochaines élections, les mêmes viennent encore prendre les choses en main? Ah non, je ne veux pas qu'ils viennent. Mais alors, comment on va faire? Dites-moi. Allez, ah oui, ça, je n'avais pas réfléchi. Il dit, vous savez, que les vrais citoyens, les vrais patriotes qui aiment leur pays s'engagent et on va les déménager. Il faut que vous vous engagez pour qu'on change notre système. Et si vous ne vous engagez pas et vous vous contentez de dire que vous n'aimez pas les politiciens, vous n'aimez pas la classe politique, vous n'aimez pas la politique, c'est eux qui vont rester là éternellement et vont continuer à nous engager dans l'aventure et dans les erreurs. Donc il faut venir, il faut s'engager. Donc nous, c'est un engagement aussi qu'on va, disons, c'est un appel qu'on va lancer aux Sénégalais. Il faut s'engager en politique. Pas en politique politicienne, mais il faut s'engager en politique. Il faut se donner les droits d'être à 100% citoyen de son pays et de pouvoir porter un jugement. Par exemple, il y a une bataille à laquelle on vous invite, c'est de changer le système de votation des députés du Sénégal. C'est quoi la liste du président, du parti présidentiel? Pourquoi quelqu'un qui a été élu sur la liste du parti présidentiel, ou la liste de l'opposition, ou la liste de je ne sais pas quoi, qui pense qu'il doit sa place de député au président de la République, pourquoi cette personne s'occupera des problèmes du Sénégal? Elle va s'occuper des problèmes du président de la République. C'est comme ça que quand il y a une session à l'Assemblée, le chef du groupe parlementaire va au palais chercher des instructions. Et puis il appelle le groupe parlementaire, et les gens vont aller voter pour le président. Et après, ils sont tout fiers de prendre la parole à l'Assemblée et d'être filmés devant les caméras, en train de défendre les présidents, attendant une autre dividende, peut-être une promotion, peut-être un poste de DG, peut-être un poste de ministre, etc. Il nous faut changer cela. Il faut que chaque député vienne d'une base et que le siège du député, sa permanence soit à sa base. Si tu es un député de Pété, il faut avoir une permanence à Pété. Les populations doivent pouvoir se trouver là-bas et te poser leurs problèmes. Si tu es un député de Nguinguinéo, il faut avoir ta base à Nguinguinéo. C'est quoi l'hôtel des députés à Dakar? Il faut supprimer ça.
sauf en session extraordinaire, où ils entrent en session pendant une semaine, il faut quand même les loger. Mais même si on les laisse, ils ne vont pas dormir dans la rue. Qui ne connaît pas quelqu'un à Dakar qui peut te prêter un petit pantaré ou te prêter un matelas éponge? Si tu es un député du peuple, ce n'est pas gênant d'avoir un petit matelas où tu poses la tête. Le lendemain, tu vas courageusement défendre les points de vue de ta base. C'est ce que les Américains appellent constituency. Constituency, c'est ceux qui t'ont élu. Tu ne dois loyauté et fidélité qu'à ces gens-là. Parce qu'entre plusieurs candidats, ils t'ont aimé. Ils ont aimé ton discours, ils ont aimé ton message, ils sont allés te représenter à l'Assemblée. Alors, le parti auquel j'appartiens, s'il est au pouvoir, il lance un mot d'ordre, on amène le débat à l'Assemblée. Il est plus décent de retourner à Nguinguinéo, retourner à Kumpentum, retourner à Bignona, d'aller à Tambacounda et de réunir sa base dans une assemblée générale, dire le pays veut discuter telle question, voici les positions des uns et des autres, qu'est-ce que vous voulez que j'aille défendre là-bas à l'Assemblée? Et les gens vous donnent leur avis. Et si les gens vous pensez qu'ils se trompent, c'est votre base, vous arrivez à les convaincre que la bonne position, c'est celle annoncée par le président. Voici les raisons. Ils vous disent, on a compris maintenant, on est d'accord avec vous. Vous retournez avec le mandat de votre base. Mais ce qu'on a au Sénégal, une partie est proportionnelle départementale. Tout le reste, c'est la liste nationale. Et la liste nationale, ils ont ce qu'ils appellent la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Si tu es dans la zone rouge, tu ne seras jamais élu. Orange, c'est peut-être. Verte, tu es sûr de passer. Alors, le parti auquel j'appartiens, s'il est au pouvoir, il lance un mot d'ordre, on amène le débat à l'Assemblée. Il est plus décent de retourner à Nguinguinéo, retourner à Kumpentum, retourner à Bignona, d'aller à Tambacounda et de réunir sa base dans une assemblée générale, dire le pays veut discuter telle question, voici les positions des uns et des autres, qu'est-ce que vous voulez que j'aille défendre là-bas à l'Assemblée? Et les gens vous donnent leur avis. Et si les gens vous pensez qu'ils se trompent, c'est votre base, vous arrivez à les convaincre que la bonne position, c'est celle annoncée par le président. Voici les raisons. Ils vous disent, on a compris maintenant, on est d'accord avec vous. Vous retournez avec le mandat de votre base. Mais ce qu'on a au Sénégal, une partie est proportionnelle départementale. Tout le reste, c'est la liste nationale. Et la liste nationale, ils ont ce qu'ils appellent la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Si tu es dans la zone rouge, tu ne seras jamais élu. Orange, c'est peut-être. Verte, tu es sûr de passer. Donc les gens se bousculent dans la liste verte. Et après, ils sont assurés d'être députés avec voiture, Touareg. Je ne sais pas s'ils ont évolué depuis les Touaregs. Et puis voilà, tu es monsieur le député ou l'honorable député ou madame la députée, etc. Conséquence, c'est quoi? C'est que les citoyens ne se reconnaissent pas dans leur Assemblée nationale. Les citoyens ne se reconnaissent pas dans leur Parlement. Et pour une démocratie véritable, on a besoin de ça. Donc voilà quelques points, chers amis, sur lesquels je voulais insister, en disant que les enseignements que nous tirons, nous, de ce référendum sont les suivants. Il faut une nouvelle commission électorale nationale autonome au Sénégal, qu'on l'appelle indépendante ou autonome, peu importe, mais il faut une nouvelle commission électorale et nous mènerons cette bataille. Il faut une nouvelle cour constitutionnelle au Sénégal. Bien entendu, le débat sur la nouvelle constitution que nous voulons n'est pas terminé. Ce débat va continuer, malgré le fait que, apparemment, une majorité très, très relative a remporté le référendum passé. Nous acceptons qu'ils ont remporté le référendum. Mais, comme je dis, c'est une majorité très relative et qui est même une majorité, entre guillemets, minoritaire par rapport à l'électorat national. 1 million et quelques de Sénégalais ne peuvent pas représenter 5 millions d'électeurs ou plus. Ce n'est pas possible. Donc, la question de la légitimité de la nouvelle constitution va se poser. Il nous faut une nouvelle classe politique au Sénégal. C'est très, très important. Si nous voulons garder l'exceptionnalité sénégalaise, que nous avons quelque peu perdue d'ailleurs parce que nous avons promis à l'Afrique, où la tendance était l'augmentation des mandats pour rester au pouvoir. Nous avons dit pendant 4 ans à l'Afrique que nous serions le premier pays à prendre un mandat de 7 ans et à le ramener à 5 ans. Et il y a d'ailleurs des Africains, j'ai entendu une chronique sur RFI, j'ai beaucoup rigolé. Il dit, mais vraiment, nos parents sénégalais sont moqués de nous parce qu'ils ont eu un prestige, un succès cadeau pendant 4 ans. Après, ils sont revenus dire, ah, on ne peut pas le faire, on va rester avec nos 7 ans. Ils disent, voilà le sentiment que ça a créé au niveau de certaines personnes, le fait qu'on ait changé d'avis sur l'engagement qu'on avait pris. Alors, j'arrive à un point qui me semble extrêmement important. Il nous faut une nouvelle diaspora sénégalaise. Et ça, je pense que ça vous parle à vous tous. Vous avez suivi pendant toutes ces années mon discours sur la diaspora.
J'ai plusieurs relations avec la diaspora. La première relation, c'est quoi? C'est que j'étais un membre de la diaspora, actif. Je suis rentré au Sénégal à l'âge de 43 ans, dont 21 ans passés à l'étranger. 7 à 8 ans en France. Malheureusement, j'allais dire, oui, il faut que je dise malheureusement parce que c'était trop long, 12 ans aux États-Unis et quasiment 1 an au Canada. Si vous additionnez le tout, je suis à 21 ans de ma vie quand je suis rentré au Sénégal, la moitié de ma vie dans la diaspora. Et quand j'étais étudiant ici à Paris, j'étais dans les foyers les samedis et les dimanches pour consolider mon engagement militant. Je tombais sur la neige, il y a des amis ici qui sont là. Je n'avais pas les habits appropriés parce que j'étais un étudiant avec très peu de moyens. Mais pour moi, c'était un enjeu quand les week-ends, les camarades se mettaient en costume cravate pour aller danser, que moi j'aille dans les foyers d'immigrés et que j'alphabétise jusqu'à 1h du matin avant la fermeture du métro, je cours prendre le métro. Et c'est en courant que je tombais. Et quand je tombais, j'étais tellement fier de tomber, de me blesser un peu en disant que je suis en mission. J'étais jeune, hein, idéaliste, rêveur, et j'étais très content de m'engager pour... Et parmi ces camarades qu'on a formés, il y a mon ami Tchédel Diallo, qui est devenu après député et qui l'a dit à l'Assemblée nationale. Il dit, ce monsieur-là qui est assis, ce n'est pas maintenant qu'il s'est engagé politiquement. Il m'a formé, il m'a alphabétisé avec d'autres. Ils se sont tués pour que je parle français, que je l'écrive et tout ça. Aujourd'hui, je suis député, je peux faire des rapports. C'est grâce à lui et ses camarades. Donc, cette forme d'engagement et beaucoup d'autres pour qui j'ai une pensée affectueuse parce que certains sont partis, nous ont quittés et tout ça, sont morts. Cet engagement-là, je l'ai maintenu toute ma vie. Maintenant, l'autre lien que j'ai eu avec la diaspora, c'est que j'ai été ministre des Sénégalais de l'extérieur. Malheureusement, ça a été écourté parce que des hommes politiques avec qui j'étais dans le système disaient au président Wade, si vous donnez la diplomatie à Gadio, il va rayonner au plan international. Ensuite, vous lui donnez les Sénégalais de l'extérieur, il va bâtir une base politique. Donc, il faut lui enlever les Sénégalais de l'extérieur. C'est comme ça qu'on m'a séparé de vous dans un divorce où je n'étais pas consentant du tout. Et ce qui fait que j'ai gardé mon amour et mon affection pour la diaspora et je n'ai jamais changé de ce point de vue. Et merci, cher ami. Quand j'ai fini certains, ouais, mais Gadio, quand il est au pouvoir, ses amis de la diaspora, il les a oubliés. C'est parmi ce qu'on appelle... c'est très important. Le bon Dieu est en train de dire qu'il est d'accord avec moi. Et comme il est avare en parole, je me sens honoré. Parce qu'il ne parle pas beaucoup, le bon Dieu. Hein? Voilà. Donc, certains ont dit, oui, quand il était au pouvoir, il n'a pas aidé ses amis de la diaspora. J'ai fait le symposium des Sénégalais de l'extérieur. Un des meilleurs qui a été organisé en Afrique. Nos parents guinéens venaient me voir, récemment encore. Nous voulons organiser un symposium dans le modèle de celui que tu as fait pour les Sénégalais de l'extérieur. À l'époque, quand j'allais en Côte d'Ivoire, quand j'allais au Cameroun, j'allais partout. Systématiquement, j'ai rencontré les leaders de la communauté de la diaspora. On travaillait ensemble. Comme disait l'autre, je n'ai pas à rougir de mon bilan pour la diaspora. Le peu de temps qu'on a eu, j'ai essayé de faire le maximum. Et c'est parce que justement, j'avais des félicitations du Premier ministre, Mame Madior Boye, du Président de la République, de Moustapha Niasse avant, que certains ont pensé qu'il fallait me déloger de là-bas rapidement. Parce que ce gars est de la société civile, il n'est pas du PDS, il n'a pas de base politique, il va construire sa base à partir de la diaspora. Donc, ça c'est deux liens forts que j'ai eu avec la diaspora. Maintenant, le troisième lien, c'est un lien panafricaniste pour ainsi dire, mais un lien éminemment politique. Je suis convaincu, et je l'ai dit et je le redis, et j'ai des chiffres pour ça, que l'Afrique n'a pas d'avenir sans sa diaspora. Le Sénégal n'a pas d'avenir sans sa diaspora. J'ai eu la mission historique d'aller défendre la 6e région à l'Union africaine. Et j'ai rencontré une résistance farouche de certains pays. Et ça a été un combat magnifique, dont je me souviendrai toujours. Et on a presque remporté le combat, parce qu'on ne l'a pas remporté à 100%, quand ils m'ont demandé d'écrire le paragraphe qu'on va mettre dans la charte de l'Union africaine pour dire que la diaspora est partie intégrante du continent africain et doit être considérée comme telle. Parce que ce qui s'opposait était tellement puissant. Parce que malheureusement, à l'Union africaine, les panafricanistes sont minoritaires. Alors les gens ne voulaient pas entendre parler de ça. Et certains de nos frères d'Afrique du Nord et de nos sœurs d'Afrique du Nord ont pensé que quand on dit diaspora, on parlait des Noirs, des Caraïbes, des États-Unis, du Brésil.
Alors j'étais obligé de faire une interview, c'est un document disponible que je pourrais passer aux amis que ça intéresse, pour définir la diaspora en diaspora historique et diaspora moderne. Diaspora historique, c'est tous les Noirs, les Africains, quelle que soit la couleur de leur peau, qui ont été arrachés à l'affection du continent et déportés par millions dans les Caraïbes, les États-Unis, le Brésil. C'est ça la diaspora historique. Et elle existe. Elle fait 100 millions au Brésil. Et je suis triste quand je vois que l'Afrique n'est pas passionnée de Brésil. C'est le deuxième pays noir au monde. Et les Noirs là-bas ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent d'Afrique, tous. Et ils vénèrent et pratiquent les cultures Yoruba, les religions du golfe de Guinée. Ce sont nos parents, les Noirs brésiliens. Et ils sont majoritaires au Brésil. Et ils ont une faible visibilité. Et l'Afrique n'est pas venue à leur secours. Les Noirs aux États-Unis, il a fallu que Obama arrive au pouvoir pour que certains Africains, comme je disais à l'époque, un peu méchamment d'ailleurs, commencent à sous-traiter leurs espérances avec un Noir qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Mais Obama n'a pas été élu pour gérer les problèmes de l'Afrique. Il était élu pour gérer les problèmes des États-Unis. Donc, je disais que les Africains avaient des espoirs un peu trop exagérés par rapport à un Barack Obama. Mais c'était, Barack, pour moi, est presque à la dimension d'un Mandela, d'un Martin Luther King, par le combat qu'il a mené. Quand il a commencé en 2006, tout le monde a dit, mais ce garçon-là, il se prend pour qui? Comment un jeune noir comme ça, là, pense qu'il peut être président des États-Unis? Et Barack, lui, pensait que, comme il dit, notre destin n'est pas écrit pour nous par quelqu'un d'autre, notre destin est écrit par nous-mêmes. Et son destin, il y croyait, il a écrit son destin, il a été président des États-Unis, et il a été réélu président des États-Unis. Donc, ce qui fait que ce n'était pas un accident de l'histoire. Mais quand j'ai vu dans les meetings à Paris, en Allemagne, 100 000 personnes venir applaudir Barack Obama, essentiellement des blancs allemands ou blancs français, j'ai souri en disant que voici des gens qui peut-être souhaiteraient que leur pays évolue dans le sens des États-Unis, mais est-ce que leur pays est prêt à élire un Obama allemand ou un Obama français? Est-ce que vous êtes prêt à avoir un président noir dans ce pays? Un président noir en Allemagne? Vous n'êtes pas prêt. Ces pays-là ne sont pas prêts. Je pense qu'il a marqué un grand momentum dans l'histoire de l'humanité. Mais il y aura maintenant la contre-révolution après Obama. Les gens, comme on a entendu quelqu'un déjà, M. Trump, attaquer les Noirs, attaquer les musulmans. Et en Amérique, il y a des gens qui n'arrivent toujours pas à dire Barack Hussein Obama. Le mot